Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Econometrica. Et nous avons eu cette pensée à partir de plusieurs demandes qui nous sont venues de nos étudiants sur certains points, que ce soit en microéconomie, en macroéconomie, en macroéconomie, et plus particulièrement l'idée qui vient de ICG, un des étudiants de l'IUB vivant dans les Kivu et aujourd'hui qui se trouve enfermé, n'ayant pas le droit d'être à l'école. Alors qui m'a demandé au téléphone qu'il y avait les cours du professeur Beaujolais Boufaya Komba de microéconomie 1 qui lui manquaient. Alors j'ai pris la résolution de monter quelques séquences de vidéos qui vont non seulement aider à l'étudiant ICEGA et vivant dans les Kivu, vivant dans les atrocités de la guerre injuste, mais aussi qui pourront des vidéos qui pourront aussi relayer les cours du professeur Beaujolais Boufaya et aider les autres étudiants se trouvant dans les centres-villes. Alors, et aussi ailleurs. Aujourd'hui, je veux balancer une vidéo sur les consommateurs. Donc, je vais parler plus concrètement et prosaïquement de l'équilibre du consommateur dans la résolution de son programme primal. Nous allons résoudre cela par plusieurs méthodes. Nous allons prendre la méthode de Lagrange, nous allons utiliser la méthode inductive qu'on appelle la méthode économique de TMS, et je vais finir par la méthode de substitution. Cela va me permettre d'avoir des valeurs critiques. Ce sont des valeurs candidates susceptibles d'être de maximum ou de minimum. À partir de là, je vais passer à la deuxième condition où je vais pratiquement passer à la construction d'une matrice hessienne ou encore d'une matrice jacobienne. Et la condition deuxième ordre consistera à tester la positivité du jacobien ou de l'hessien pour voir si le déterminant sera positif, pour conclure que les quantités obtenues aux conditions de premier ordre étaient des quantités maximales, ou si le déterminant de l'hessien sera négatif, c'est-à-dire inférieur à 0, pour conclure que les quantités obtenues étaient de valeur minimale. Après cette étape, nous allons donner l'interprétation économique du multiplicateur de Lagrange, qui est pratiquement l'utilité du revenu marginal, c'est-à-dire la variation de l'utilité due à la variation d'unité du revenu. Après cette étape, nous allons faire la représentation graphique de l'utilité, la courbe d'iso-utilité, qui est la courbe d'indifférence, qui donne la combinaison des différents points x et y qui procurent au consommateur un même niveau de satisfaction. Nous allons donner ses propriétés, la direction nord-est, les parallélismes, et aussi, après la direction nord-est, les parallélismes et la convexité. Les trois propriétés, nous allons les expliquer. Après la courbe d'indifférence, nous allons donner aussi la droite du budget, qui est la représentation du revenu, ou encore de la fonction dépense. Et nous allons expliquer cela par droite de budget, et après nous allons finir par l'équilibre dans une approche ordinale qui est une approche géométrique, où nous allons parler de la tangence entre la courbe d'indifférence et la droite du budget. Parce qu'il faut signaler et rappeler ici que dans la théorie moderne du consommateur, il y a deux approches d'équilibre. Vous avez l'approche cardinale, où les auteurs pensent que l'utilité est un concept mesurable, et là, le consommateur est en équilibre lorsqu'il arrive à égaliser ses utilités marginales pondérées. Et la deuxième approche, c'est l'approche ordinale, où le consommateur est en équilibre lorsqu'il arrive à joindre sa courbe d'indifférence à la droite du budget. Il y en a ceux qui pensent que l'utilité est un concept mesurable. Là, on égalise les utilités marginales pondérées. Il y a une autre approche qui estime que l'utilité est un concept non mesurable. Et là, c'est l'approche ordinale. Et le consommateur est en équilibre lorsqu'il arrive à joindre sa courbe d'indifférence à la droite du budget. Alors, nous allons parler aussi des élasticités. Les élasticités qui ne sont autres que, on va voir l'impact d'un des déterminants de la demande sur la fonction de demande. Et pourtant, nous allons utiliser la fonction des demandes marshalliennes, qui est une fonction issue de la résolution d'un programme maximal du consommateur. Cette fonction de demande, elle est fonction du prix du bien X, du prix des autres biens qu'on va noter PY et du revenu. Voilà, le prix des autres biens, il s'agit de biens substituables,
et le bien complémentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi du revenu. Donc, une fonction de demande qui est fonction du prix du bien X, le prix des autres biens, fonction aussi des revenus, est appelée la fonction des demandes marchalières, ou encore la fonction des demandes classiques. Alors, à partir de cela, nous allons pouvoir déterminer l'impact de la variation relative d'un des déterminants ou d'une des variables indépendantes sur la demande. Et là, nous allons faire ce qu'on appelle élasticité. Comme il y a 3 déterminants, c'est que nous aurons 3 élasticités. Nous allons commencer par l'élasticité prix de la demande, qui sera définie comme étant une variation relative de la demande due à la variation relative du prix du bien X. Nous verrons aussi l'élasticité prix croisé, c'est-à-dire la variation relative du prix des autres biens, c'est-à-dire biens substituables et biens complémentaires, donc la variation relative de la demande due à la variation relative du prix des autres biens, c'est-à-dire biens substituables et biens complémentaires. Et enfin, on va terminer par ce qu'on appelle l'élasticité revenu de la demande. L'élasticité revenu de la demande qui ne sera autre que la variation relative de la demande due à la variation relative du revenu. Après cela, nous allons faire ce qu'on appelle les exceptions liées à la loi de la demande. Bien sûr, ce qu'on est, la loi de la demande sera vue parce que la loi de la demande est définie à partir de la fonction de la demande. La fonction de la demande, comme je l'ai dit, c'est un lien entre la quantité demandée, le prix du bien X, le prix du bien Y et le revenu. Mais nous allons réfléchir dans ceteris paribus, c'est-à-dire nous serons toutes choses restantes égales par ailleurs. Nous allons considérer le prix du bien X et les revenus constants pour garder seulement les prix du bien Y et le prix du bien Y. Le prix du bien Y, on va considérer, je m'excuse, le prix du bien Y et les revenus constants, et on va considérer seulement le prix du bien X comme variable. C'est les pourquoi de l'expression toutes choses restantes égales par ailleurs. Et en latin, c'est ceteris paribus sixtantibus. Et à ce niveau-là, on peut ressortir la loi de la demande. La loi de la demande stipule que la quantité demandée est une fonction inverse du prix. Toutes choses restant égales par ailleurs. Lorsque le prix augmente, la quantité demandée baisse. Et lorsque le prix baisse, la quantité demandée augmente. Nous sommes dans toutes choses restant égales par ailleurs. Après cela, nous allons faire la représentation graphique de la demande. Après cette dernière, nous allons voir ce qu'on appelle le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur, bien entendu, qui est la différence positive entre le prix psychologique et les prix du marché. Et après cela, c'est pour un individu et pour plusieurs individus, nous allons déterminer l'approche géométrique, c'est-à-dire par le graphique, et aussi l'approche algébrique en utilisant les calculs des intégrales, surplus du consommateur égal, intégrale compris entre 0 et qui star, f de qui, d de qui, moins p star, qui star. Voilà, après cela, nous allons finir enfin par ce qu'on appelle les effets. Premièrement, effet revenu. Deuxièmement, effet substitution. Par exemple, lorsqu'il y a augmentation de prix, comme vous le savez, la quantité demandée va diminuer. C'était la loi de la demande, toutes choses restant égales par ailleurs. Si les revenus et les prix du bien Y restent inchangés, c'est ce qui va se passer. Et cela va engendrer l'effet revenu. Nous avons aussi l'effet, ce qu'on appelle l'effet substitution. Mais lorsqu'on somme l'effet revenu et l'effet substitution, ça va nous donner l'effet total. En grosso modo, c'est sur cela que nous allons, aujourd'hui, nous allons nous diriger dans notre laboratoire où nous allons faire cette vidéo. Et je vous demande de m'écrire si vous avez des difficultés à la prochaine vidéo, pour les prochaines vidéos. Nous allons vous mettre ce que vous voudrez. Théorie du producteur, toutes les questions d'économétrie, macroéconomie, théorie de jeu, recherche opérationnelle, mathématiques, statistiques, tout ce dont vous aurez besoin, voire même comptabilité, nous mettrons ça à votre disponibilité et gratuitement. Je vous demande de suivre vraiment nos vidéos et entre-temps, pour terminer, je garde confiance en vous, je fais foi que ce projet qui a commencé aujourd'hui, par la demande d'une vidéo par un étudiant qui croupit dans la misère de la guerre dans l'est de notre pays, cela peut être un grand projet et demain, ça peut prendre des milliers d'abonnés pour permettre à ce que, quand même, qu'on ait une chaîne locale de la République démocratique du Congo qui parle des techniques quantitatives. Moi, c'est héritier chez Mokateboula. J'ai un master en sciences, en économie, mathématiques, statistiques et économétrie, et je suis étudiant en thèse
à l'Université de Rennes en France. Nous allons faire une vidéo sur la microéconomie 1. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'équilibre du consommateur. L'équilibre du consommateur. Voilà. Le consommateur est en équilibre lorsqu'il arrive à résoudre le programme mathématique suivant. Maximiser l'utilité, bien entendu cette utilité est fonction de deux biens, X et Y, sous contrainte du revenu. Revenu qu'on a vu, c'est XPX plus YPY. Ça c'est la première équation et ça c'est la deuxième équation. C'est-à-dire maintenant résoudre cette équation, résoudre ce système de deux équations, bien entendu, sera ça l'objectif du consommateur. Donc, maximiser sa satisfaction, mais pas librement, sous contrainte de ce moyen, c'est-à-dire le revenu qu'il contient. La première méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode de Lagrange. Alors, pour construire la méthode de Lagrange, on fait LXY et lambda, parce qu'on va ajouter une troisième variable qu'on va appeler le multiplicateur de Lagrange. Ceci va être donné, je vais prendre la fonction d'utilité qui est fonction de XY, plus le multiplicateur de Lagrange, multiplié par cette partie ici, qu'on va égaliser à 0, R moins X, PX, plus Y, PY. Voilà. Alors, ceci étant, la fonction de Lagrange va s'écrire XY lambda, le tout est égal à la fonction d'utilité, c'est-à-dire la fonction objectif, que les consommateurs veulent résoudre, veulent maximiser, plus je peux faire entrer les multiplicateurs de Lagrange. On aura lambda R moins X Px lambda, les tout moins, parce qu'ici il y a moins, les tout moins Y Py lambda. Après la construction de la fonction de Lagrange qu'on appelle le Lagrangien, je peux passer à ce qu'on appelle conditions de premier ordre. C'est quoi qu'on appelle conditions de premier ordre? Les conditions de premier ordre consistent tout simplement à annuler les dérivées partielles premières dans le but de trouver les valeurs critiques. C'est-à-dire, je vais annuler les dérivées partielles premières, c'est-à-dire en fonction des Lagrangiens en fonction de x, en fonction de y, en fonction de lambda, je les annule, ces dérivées premières, mais dans l'objectif de trouver les valeurs de x star, y star et lambda star. Dans la première condition, dans la condition de premier ordre, on retient que l'objectif de la condition de premier ordre, c'est d'annuler la dérivée première. Dans quel but? Dans le but de trouver les valeurs critiques. Les valeurs critiques sont les valeurs candidates qui sont susceptibles d'être de maximum ou de minimum. Alors, on aura à faire la dérivée partielle de x, y et lambda en fonction de x égale à 0, premier élément. Deuxième élément, je vais faire la dérivée partielle de Lagrangien x, y, lambda en fonction de y égale à 0. Et enfin, on aura les Lagrangiens de x, y et lambda en fonction maintenant de lambda est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle condition de premier ordre. C'est-à-dire on dérive la fonction de Lagrange en fonction de ces trois variables, chacune de ces trois variables. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça va vous donner? Je veux dériver cette fonction, les 1 star, je vais dériver ceci en fonction de x, en fonction de y et en fonction de lambda. Alors, dérivons ceci pour écrire simple. Si j'écris zx, ça veut tout simplement dire la dérivée pour extraire l'écriture. Donc, si je fais la dérivée du Lagrangien en fonction de x, j'écris zx. La dérivée de Lagrangien en fonction de y, j'écris zy. Et la dérivée de Lagrangien en fonction de lambda, j'écris z lambda. Alors ici, si je vais prendre zx, c'est-à-dire je dérive tout ça en fonction de x, j'aurai l'utilité totale. Donc, la dérivée de l'utilité totale, bien entendu, qui est fonction de x, y en fonction de x. Je dérive aussi cette partie en fonction de x, comme s'il n'y a pas x, ça donne 0. Là aussi, il n'y a pas x, ça donne 0. Je reste seulement avec la partie où il y a x, ça va donner moins px lambda. Je dérive en fonction de x, ça fera moins px lambda. Donc ici, on aura moins px multiplié par lambda est égal à 0. Deuxièmement, je dérive maintenant les Lagrangiens en fonction de y, j'aurai la dérivée de l'utilité totale qui est fonction de x, y, mais en fonction de y.
Maintenant, là où il y a y, ici, il n'y a pas y, c'est 0. Là, il n'y a pas y, c'est 0. Dérivé de moins y, py lambda, en fonction de y, ça donne moins py lambda. Donc ici, on aura moins py lambda égale à 0. Et enfin, je vais dériver en fonction du Lagrangien, en fonction du multiplicateur de Lagrangien. En fonction du multiplicateur de Lagrangien, partout ici, sous la fonction d'utilité, il n'y a pas de multiplicateur de Lagrangien. Les multiplicateurs de Lagrangien se trouvent seulement là-bas. Et si vous regardez bien, si je dérive ceci en fonction du multiplicateur de Lagrangien, ça va vous donner la contrainte. Et la contrainte ici, ça sera R moins X Px moins Y Py égale à 0. Donc vous avez l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Alors plus concrètement, l'objectif ici, ce sera de résoudre ce système de 3 équations pratiquement à 3 inconnus. Quels sont les 3 inconnus? C'est X, Y et lambda. Je l'ai dit. L'objectif ici, c'est de trouver la valeur de X, de Y et de lambda. Maintenant, quand on fait la dérivée de l'utilité totale en fonction de X, ça donne l'utilité marginale de X. C'est très connu. La dérivée de l'utilité totale en fonction d'un bien X, ça donne l'utilité marginale. Parce que pour obtenir l'utilité marginale, on fait la dérivée de l'utilité totale. Alors ici, on aura moins combien? On aura moins Px lambda égale à 0. Ici aussi, la dérivée de l'utilité totale en fonction de y, ça donne l'utilité marginale de y, moins combien? Moins Py multiplié par lambda égale à 0. Et enfin ici, l'écriture reste la même, moins x, Px, moins y, Py est égal à 0. C'est comme je le disais, l'équation numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Maintenant, à ce niveau, je trouve qu'il y a lambda, ici il y a lambda. Ça dépend, vous avez ce système, vous pouvez le résoudre de votre façon. Mais moi, je peux tirer de 1, je peux tirer lambda. Quand je tire lambda de 1, c'est trop simple. De 1, quand je tire lambda, ça va donner l'utilité marginale de x sur le prix de x. Ça, je peux écrire la relation 4. Alors, de 2 aussi, je peux aussi tirer lambda. De 2, si je tire lambda de 2, ça va vous donner quoi? L'utilité marginale de y sur le prix de y, ça, c'est la relation 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Dans 1, on a tiré lambda, ça donnait ceci, utilité marginale de x sur prix x. Et dans 2, on a tiré lambda, c'est l'unité marginale de y sur prix de y. Maintenant, on a l'équation 4 et l'équation 5. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à l'équilibre ou encore à l'optimum, alors à l'équilibre, 4 est égal à 5. C'est simple parce que lambda est égal à lambda. Donc on aura l'utilité marginale du bien x sur le prix du bien x est égal à l'utilité marginale de y sur le prix du bien y. C'est en cas de deux biens. Voilà l'équilibre du consommateur dans une approche cardinale. Voilà. On appelle ceci l'équilibre du consommateur dans une approche cardinale. Mais sachant, bien entendu, la contrainte budgétaire R, X, Px, moins Y, Py. Voilà un peu en quelque sorte. Après ceci nous permet d'avoir ce point-là dans lequel vous aurez X star et Y star, bien entendu, et vous aurez aussi lambda star. Maintenant, le point obtenu, les X star et les Y star, ne sont que de valeurs critiques. Or, les valeurs critiques, ce sont des valeurs candidates. Elles sont susceptibles d'être candidates au maximum ou au minimum, mais on ne sait pas. Comment on fait maintenant pour détecter que les quantités sont maximales ou minimum? Il faut passer par les conditions de deuxième ordre. Comme les valeurs sont candidates, ce n'est pas dit, rien ne nous rassure qu'elles sont des valeurs maximales ou minimales, mais pour y arriver, il faut passer par les conditions de deuxième ordre, en testant la positivité de l'essiam. Alors, les x, y sont des valeurs critiques, mais les lambda ici, on l'appelle le multiplicateur de Lagrange. Le multiplicateur de Lagrange, c'est quoi? C'est tout simplement la variation relative, c'est la variation de l'utilité due à la variation d'une unité de revenu. C'est-à-dire, lorsque le revenu augmente d'une unité, de combien va augmenter l'utilité du consommateur? Et c'est très important. Alors, et ici, ça nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle les x star sera donné par, bien entendu, les x, py et r. Et puis je peux prendre aussi y star et donner les fonctions de px, py et r. Quantité de demande marshallienne ou quantité de demande classique. Alors, comme je disais tout
à l'heure que les X star et Y star sont de valeurs candidates qui sont susceptibles d'être des valeurs maximales, des valeurs minimales, mais on n'a pas de précision. Pour avoir la précision, on passe par ce qu'on appelle conditions nécessaires de second ordre. En quoi consiste le condition nécessaire de second ordre? C'est simple. Les conditions nécessaires de second ordre consistent tout simplement à tester la positivité du déterminant de le sien. Je répète, condition de second ordre consiste tout simplement à tester la positivité des déterminants de le sien ou les déterminants du jacobien. Alors, comment on arrive à faire ça? Donc, on tester la positivité de quoi? La positivité du déterminant de H. Alors, comment on arrive à construire les déterminants de H? C'est trop simple. Les déterminants, la matrice de H, d'abord, elle correspond, c'est une matrice qui correspond aux dérivées partielles secondes. Parce que dans la condition de premier ordre, on a dérivé une seule fois. Mais dans la matrice hessienne, dans la condition de deuxième ordre, on dérive deux fois. Donc, je reprends la première dérivée. Nous sommes ici. Comme on avait déjà dérivé cette fonction, on va la dériver pour la deuxième fois. Donc, maintenant, la première équation ici, je la dérive pour la deuxième fois en fonction des x, en fonction des y et en fonction de lambda. La deuxième équation, je la dérive encore pour la deuxième fois en fonction des x, en fonction des y et en fonction de lambda. Et la troisième équation, je la dérive encore pour la deuxième fois en fonction des x, en fonction des y et en fonction de lambda. Donc, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Comment on va noter ça? On aura zxx, zxy, zx lambda. Ici, on aura zyx, zyy, zy lambda. Et enfin, z lambda x, z lambda y, z lambda lambda. Et de cette matrice ici, nous avons trois critères de décision. Donc, trois critères de décision. Nous avons trois critères de décision. Quels sont les trois critères de décision qui vont ressortir de cette matrice? Alors, premièrement, c'est si le déterminant de la matrice hessienne est supérieur à 0. Ici, on va dire que les quantités obtenues x et y sont de valeur maximale. Deuxième condition, c'est si les déterminants de la matrice hessienne est inférieur à 0, on va conclure que x et y sont de valeur minimale. Et enfin, le troisième critère, c'est si le déterminant de l'hessien est égal à 0. On passera par ce qu'on appelle le test de dérivée. Voilà, test de dérivée. Test de dérivée, ça veut dire quoi? Nous allons encore dériver pour la troisième fois pour vérifier quelle est, au fait, la troisième dérivée va être positive ou négative. Alors, de ceci va ressortir ce qu'on appelle les théorèmes de Young. Et ceci va ressortir ce qu'on appelle les théorèmes de Young. Voilà. Les théorèmes de Young, pour être plus concrètes, nous faisons seulement la comparaison. Donc, ici, on aura zxy qui est égal à zyx. Si vous avez z lambda x, ceci est égal à z x lambda. Et enfin, z y lambda est égal à z lambda y. Voilà un peu, en grosso modo, ce qu'on appelle le théorème de Young. Après ceci, les deux points, on va parler de ce qu'on appelle la fonction d'utilité en direct. Voilà. La fonction d'utilité en direct. Cette fonction d'utilité en direct, ça sera donné par utilité, bien entendu. On peut écrire même V, qui sera fonction, bien entendu, de prix de bien X. On aura pris bien Y et revenu, c'est comme la fonction d'utilité. C'est comme la quantité de demande marshallienne. C'est comme ça que ça se détermine. Alors cette fonction d'utilité indirecte doit vérifier à deux propriétés. La première propriété, c'est-à-dire la variation de la fonction d'utilité indirecte, et le revenu doit être positif, c'est-à-dire ça doit varier positivement avec la variation du revenu. Deuxième propriété, ceci doit vérifier ce qu'on appelle l'identité de Rho, qui stipule que xi doit être donné par moins
Donc, on va prendre la variation de la fonction d'utilité indirecte en fonction de PI sur la variation de la fonction d'utilité indirecte sur la variation de R. Voilà un peu les deux conditions pour lesquelles la fonction d'utilité indirecte doit respecter. Alors nous allons faire une application directement. La fonction d'utilité donnée par XY, le revenu du consommateur $360, le prix du bien X $6 et le prix du bien Y, on parle de $18. Je vais aller répondre question par question. La première des questions, c'était d'écrire l'équation de la droite. 1. Écrire l'équation de la droite. Comment on écrit l'équation de la droite? C'est simple. L'équation de la droite, on aura R est égal à X Px plus Y Py. Alors, je remplace chaque terme par sa valeur. Donc, revenu, c'était combien? 360 est égal. X n'est pas donné, mais Px est donné, c'est 6. On aura 6x plus Y n'est pas donné, mais Py est donné, ça sera plus 18Y. Ceci me permet d'avoir déjà ce qu'on appelle l'équation de la droite. Je peux l'écrire sous cette forme, comme je peux écrire ça sous une autre forme explicite, ça sera Y est égal. À tout ça, bien entendu, on aura moins 6x divisé par 18, les tout plus 360 divisé par 18. On peut faire par 18, bien entendu. On aura Y est égal moins 1. Quand on a par 3 par 3, bien sûr, ça va donner comme par 6, ça va donner moins 1 sur 3 multiplié par X. Les tout plus, quand vous avez 360 divisé par 18, ça va faire 20. Ça, c'est la forme de l'équation de la droite. On appelle ça équation de la droite, ou alors la contrainte budgétaire, ou la CB. Alors, exprimer Y en fonction de X, ça c'est la forme explicite. Alors, la deuxième question, c'est de chercher les quantités optimales. Comment on arrive à chercher les quantités optimales? Pour chercher les quantités optimales, c'est-à-dire ces quantités X star et Y star, pour le faire, la logique est simple. Nous avons déjà vu la logique. On a les Lagrangiens qui sera fonction de X, Y et lambda, sera égal à la fonction d'utilité. La fonction d'utilité est donnée par quoi? Par XY. J'écris XY, plus le multiplicateur de Lagrange, multiplié par la contrainte qui est annulée. La contrainte qui est annulée, c'est cette contrainte qui est ici. Donc on aura 360 moins les 6x passent au premier membre, ça deviendra moins 6x, les tout moins 18y. On aura moins 18y. Voilà cette fonction ici qu'on appelle la fonction de Lagrange. C'est à partir de la fonction de Lagrange que je peux maintenant passer à ce qu'on appelle conditions nécessaires de premier ordre. Si vous vous rappelez, j'ai dit que les conditions nécessaires de premier ordre consistent à annuler les dérivées premières dans l'objectif de trouver les valeurs critiques. C'est-à-dire, je vais dériver en fonction de x égale à 0, je dérive ceci en fonction de y égale à 0, et enfin, je vais dériver ceci en fonction de lambda égale à 0. C'est ça les conditions de premier ordre. Alors, plus prosaïquement, qu'est-ce que ça donne? Dérivons tout ceci en fonction de x. X, y, si je dérive ça en fonction de x, ça donne y. Alors, lambda fois 360 moins 6x moins 18y, si on va dériver ceci en fonction de x, ça va donner moins 6 lambda. Donc on aura ici moins 6 lambda. Et en fonction de x, ça sera fini, je mets égal à 0. Deuxième équation, en fonction de y, dérivons xy en fonction de y, ça va donner x. Alors, ici, en fonction de y, ici, il n'y a pas y, c'est 0. Là, il n'y a pas y, c'est 0. Maintenant, j'aurai moins 18y en fonction de y. Ça fait moins 18, mais multiplié par les lambda, ça fait moins 18. Lambda égale à 0. Et enfin, pour terminer, je le fais maintenant en fonction de lambda. En fonction de lambda, ça sera quoi? En fonction de lambda, je vais voir tout ça en fonction de lambda. Ça va donner la contrainte qui est à l'intérieur. Ça va donner 360 moins combien? Moins 6x. Moins combien? Moins 18y égale à 0. Première équation, deuxième équation, troisième équation. À ce niveau, maintenant, on fait des petits jeux d'enfants, ça dépend. On aura de 1, on
peux tirer lambda. Si je tire lambda ici, ça sera y divisé par 6. La relation numéro 4. De 2, je peux tirer lambda. Si je tire lambda ici, ça sera x divisé par 18. C'est la 5e relation. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à l'équilibre, 4 est égal à 5, c'est-à-dire y sur 6 est égal à x sur 18. Parce qu'ici c'est lambda, là aussi c'est lambda. Donc à l'optimum, ou encore à l'équilibre, à l'optimum, 4 est égal à 5. Alors si à l'optimum 4 est égal à 5, ceci donne, donc nous aurons y sur 6 est égal à x sur 18. À partir d'ici, je peux tirer y, ce qui implique que y est égal à 6x divisé par 18, par 6 par 6. Donc la valeur de y est égale à x divisé par 3. C'est la relation numéro 6. 360 moins 6x moins 18y. Or, y, c'est x divisé par 3. Et tout est égal à 0. Alors, plus prosaïquement, on aura 360 moins 6x. On peut faire par 3, ça aurait aussi moins 6x est égal à 0. Alors, on aura 360 moins 12x est égal à 0. Alors, si j'ai besoin de 12x, moins 12x serait égal à moins 360. Moins, ça tombe. Alors, si j'ai besoin de x, ça sera 360 divisé par 12. Or, si j'ai 360 divisé par 12, ici, 36 par 12, ça fait 3. Donc, x star est égal à 30. Comme j'ai x star égal à 30, je peux facilement trouver y star. Il suffit seulement de remplacer y star, dont le x star, dans 6. Donc, ça dépend. Je peux remplacer dans 6. N'importe où, ça va me donner la réponse. Mais si je remplace dans 6, j'aurai la valeur de y qui est donnée par x sur 3. C'est-à-dire, on aura 30 sur 3. Or, 30 divisé par 3, la valeur de x est 30. Donc, 30 divisé par 3, ça fait 10. Ceci me permet d'avoir le point critique dont il est recherché. Le point critique est donné par x star et y star. C'est-à-dire, ces points ici vont être donnés par x star. C'est 30, c'est-à-dire la quantité de bien x. Et y star, c'est 10, c'est la quantité de bien y. Je viens de trouver ce qu'on appelle, on appelle ça en microéconomie, le point critique. Le point critique, c'est-à-dire quantité optimale du bien x et du bien y. Alors la deuxième question, on va poser la question suivante, la troisième question, c'est de donner l'interprétation économique des multiplicateurs de Lagrange. C'est trop simple. D'abord, je vais le chercher. Qu'est-ce que je fais pour trouver le multiplicateur de Lagrange? Je veux remplacer une des valeurs soit dans 4, soit dans 5 pour trouver lambda. Ça dépend. Si tu remplaces dans 4, tu auras y sur 6. Or, la valeur de y, c'est 10. Donc, on aura 10 sur 6. Si tu remplaces dans 5, tu auras x sur 18, c'est-à-dire 30 sur 18. Dans tous les cas, ça donne la même valeur. Alors, ici, pour trouver le multiplicateur de Lagrange, lambda, je prends dans 4, j'aurai 10 divisé par 6. Or, 10 divisé par 6, ça donne quelque chose de 1,333, quelque chose comme ça. Alors, ceci, ça veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement que si le revenu augmente de $1, l'utilité du consommateur doit augmenter de cette quantité de 10 divisé par 6. Voilà qu'on appelle les multiplicateurs de Lagrange. C'est ça l'interprétation économique. C'est l'utilité du revenu marginal. C'est-à-dire l'augmentation de l'utilité ou de la satisfaction du consommateur due à l'augmentation d'une unité du revenu ou du budget du consommateur. L'utilité maximale. Comment on fait pour chercher l'utilité maximale? L'utilité maximale. Que faire pour trouver l'utilité maximale? C'est trop simple. Pour trouver l'utilité maximale, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez la fonction d'utilité indirecte. Or, pour trouver la fonction d'utilité indirecte, vous le savez, on fait x égale, vous écrivez x star, y star. Donc, vous prenez les quantités optimales, vous les remplacez dans la fonction d'utilité. Alors, on aura l'utilité maximale qu'on recherche. Ça sera quoi? Ça sera x star, on a trouvé 30, multiplié par y star, on a trouvé 10. Donc, l'utilité maximale dont on recherche est égale à 300. C'est ça la satisfaction. Alors, à partir de ce niveau, je peux bien interpréter. Pour dire quoi?
Pour dire que, par-t-il, je peux répondre à cette question, pour dire que si mon revenu ou les revenus de ces consommateurs augmentent de $1, donc l'utilité va passer de 300 à combien? À 300 plus les multiplicateurs de Lagrange. Donc plus 10 divisé par 6. Donc, si le revenu augmentait de 1, combien va augmenter l'utilité? L'utilité va augmenter, va passer de 300, la première utilité maximale, à combien? À 300 plus les multiplicateurs de Lagrange. Or, les multiplicateurs de Lagrange, c'est ça. C'est ça l'interprétation économique des multiplicateurs de Lagrange. Maintenant, la question suivante, la cinquième question, c'est celle de savoir, de représenter graphiquement ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence. Comment on représente la courbe d'indifférence et puis aussi et la droite du budget? Voilà. Souvent on pose cette question. Sur un même repère orthonormé, représenter la courbe d'indifférence et la droite du budget. La courbe d'indifférence, n'oubliez pas que c'est la représentation graphique de l'utilité. Et la droite du budget doit être la représentation graphique de la contrainte budgétaire. Mais à la différence, c'est que quoi? La courbe d'indifférence, ce n'est pas tous les points. Ici, pour avoir la courbe d'indifférence, on choisit simplement les différentes combinaisons de points qui procurent au consommateur le même niveau de satisfaction. C'est pourquoi on l'appelle la courbe d'uso-utilité. C'est-à-dire, on va prendre la fonction d'utilité telle qu'elle a été donnée. La fonction d'utilité a été donnée, U est égal à XY, c'est la fonction d'utilité indirecte. De cette fonction, or, on connaît la valeur de I star. U star, c'était 300. Donc, loi X fois Y est égal à 300. On va chercher les différentes combinaisons du bien X et Y qui donnent 300. Voilà. Or, pour faire simple, on fait seulement Y est égal à 300 divisé par X. Ça, c'est la fonction d'utilité, pratiquement, au maximum. Donc, on va voir quelles sont les combinaisons de biens X et Y qui procurent au consommateur les niveaux de 300. À partir d'ici, je prends par exemple, lorsque X, par exemple, est égal à 1, qu'est-ce que j'aurai? Y est égal à combien? Lorsque X est égal à 1, Y est égal à 300. Voilà, première combinaison. Alors, lorsque X est égal à 2, Y est égal à combien? Lorsque je prends là où il y a X, je mets 2, Y sera égal à combien? À 150. Je peux aller ainsi de suite. Je peux prendre lorsque X égale par exemple à 10, Y est égal à combien? Lorsque X égale à 10, Y égale à 30. Très bien. Je peux aller ainsi de suite. Comme je peux prendre lorsque X égale à 300, je peux aller lorsque X est égal à 300, Y est égal à combien? À 1. Qu'est-ce que je dis? Lorsque X égale à 300, bien sûr, Y égale à 1. Voilà les différentes combinaisons de points qui procure au consommateur les niveaux de satisfaction qui est égal à 300. Donc, vous pouvez faire un tableau, comme vous pouvez faire cette méthode, ça dépend. Vous ordonnez. Ici, on parle maintenant en termes du bien 1, du bien X, et là, du bien Y. Alors, je commence à prendre les différents points que j'ai. Je commence le point de X. J'ai pris 1, j'ai pris 2, j'ai pris 10 et j'ai pris 300. J'écris ici 1, 2, 10 et 300. C'est le même point ici pour Y. Pour Y aussi, qu'est-ce qu'on aura? Pour Y, qu'est-ce qu'on aura? On aura la plus petite valeur, on aura 1, on aura 30, on aura 150 et 300. Je vais prendre 1, on aura, après 1, on aura 30, après 30, on aura quoi? 150, après 150, on va prendre 300. Alors je commence à faire des différentes combinaisons. Lorsque X égale à 1, Y égale à combien? À 300. Donc je vais prendre la relation 1 et 300. Premier point. Deuxième point. Lorsque X égale à 2, Y égale à combien? À 150. Je vais prendre la relation 2, 150. 2 et 150. Voilà. Troisième relation. Lorsque X égale à 10, Y égale à 30. X égale à 10, Y égale à 30. Je vais mettre quelque part ici. Et je vais prendre, lorsque X égale à 300, Y égale à 1. Donc on va prendre 300 et 1. Et je vais relier les différentes combinaisons parce que ça doit être un lien géométrique. Quand je relie ça, voilà, ça vous donne ce qu'on appelle la courbe d'indifférence ou encore la courbe d'iso-utilité qui donne 300. C'est-à-dire, ce sont les différentes combinaisons de deux biens X et Y. Par exemple ici,
Si je prends une unité de bien X, 30 unités de bien Y, c'est la même chose quand je prends 10 unités de bien X et 30 unités de bien Y. C'est la même chose que quand je prends 300 unités de bien X et une unité de bien Y. Voilà un peu ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. C'est la courbe d'iso-utilité. C'est un lien géométrique des différentes combinaisons de biens qui procurent au consommateur les mêmes niveaux de satisfaction. Et je peux rappeler ici, on a parlé de 3 propriétés intéressantes par rapport à la courbe de différence. Quelles sont les 3 propriétés? La première propriété, c'était la direction nord-est. La direction nord-est. Qu'est-ce que dit cette propriété de direction nord-est? On a dit que la courbe d'indifférence se trouvant vers le nord-est procure au consommateur, je peux ajouter même 2 courbes là-bas, les courbes d'indifférence se trouvant, ça n'a rien à voir, c'est juste une propriété que j'ajoute, se trouvant à la direction nord-est, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire qui s'éloigne de l'origine des axes, cette courbe la plus éloignée de l'origine des axes procure plus de satisfaction que les autres courbes qui s'approchent. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, n'oubliez pas que l'ensemble de 2 ou plusieurs courbes d'indifférence, on appelle ça en microéconomie la carte d'indifférence. La carte d'indifférence est tout simplement l'ensemble de 2 ou plusieurs courbes d'indifférence. Alors, deuxième propriété, c'est le parallélisme. Le parallélisme stipule que les 2 courbes d'indifférence ne peuvent jamais se croiser. On ne peut pas avoir 2 courbes d'indifférence, on met ça et ça n'existe pas. La convexité, c'est la présence de l'absence de la concavité. La convexité, c'est la présence de l'absence de la concavité. C'est-à-dire la courbe de différence doit toujours donner son dos vers l'origine des axes. On ne peut jamais regarder les dos vers le haut. On ne peut pas avoir une courbe de différence qui fait ça. Voilà, ça c'est pas... Voilà, la droite de budget, c'est très simple. La droite de budget, comment on le fait? Pour la droite de budget, je connais déjà, on avait écrit la droite de budget, elle est là. Je vais juste représenter cette fonction du premier degré, maths élémentaire, moins 1 sur 3x plus 20. Donc ici, on aura y est égal, moins 1 sur 3x plus 20. Or, la représentation graphique d'une fonction du premier degré est une droite. La représentation graphique d'une fonction du premier degré est une droite. Et qu'est-ce qu'il faut pour tracer une droite? 2 points suffisent pour la tracer selon l'axiome d'incidence. Quels sont les 2 points? C'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Alors l'abscisse à l'origine, mathématiquement, j'aurai moins b, bien entendu, moins b donc sur A, 0, et le deuxième point, c'est le point 0b. Si l'équation c'est y est égal à ax plus b, voilà, c'est trop simple. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je tire la valeur de x lorsque y est égal à 0. Si y est égal à 0, la valeur de x, ça va donner combien? La valeur de x est égale à 60.